Tu peux commencer. Merci Patrick, merci. Alors nous débutons notre fameux panel sur les femmes en colère qui fait suite d'une certaine manière à ma conférence de ce matin sur pas d'émancipation sans colère. Alors merci infiniment à mes belles femmes en colère d'avoir accepté de prendre part à ce panel. C'est un panel qui m'est cher. J'avais tellement hâte d'entreprendre ce dialogue justement avec vous. Alors, ça y est, nous y sommes. Avant de commencer, j'aimerais justement commencer par dire, faire un rappel. D'abord que le panel est enregistré et ensuite que le panel est suivi également en simultané sur Facebook et diffusé. J'aimerais vous dire aussi que à 14 heures pour vous, heure de Montréal. Nous poursuivons donc en fin de journée. Coucou Michel, Michel est arrivé. Merci Mich d'être là. Nous avons donc ce qu'on appelle le Happy Hour. Le Happy Hour, c'est 1 heure de discussion à bâton rompu, faisant suite au panel, aux conférences et panels de la journée. Et là, on discute à la bonne franquette, à bâton rompu. Alors, si vous vous sentez en manque de discussion, si vous vous sentez que vous n'avez pas dit des choses, etc., donc rendez-vous via le lien à 14 heures, le lien pour le Happy Hour. Voilà. Et ensuite, je vous rappelle également que le symposium se poursuit demain et vendredi avec d'autres panels en vue de dialoguer, en vue de parler de démocratie, citoyenneté mondiale, éducation transformatoire, les 3 thèmes interreliés de notre cher UNESCO, notre cher à toutes et à tous. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais présenter mes belles en colère. Alors, je commence avec Marie-Célie Agnan. Marie-Célie, que je vois ici. Marie-Célie est écrivaine, connue comme écrivaine, et elle va nous lire un texte Feu et lumière. Notre deuxième femme en colère, Stéphane Martelly. Stéphane, que je vois devant moi ici. Stéphane est professeur à l'université de Sherbrooke, au Québec. Merci Stéphane. Et Stéphane, elle est aussi auteure, écrivaine, et elle est aussi éditrice, notamment du dernier livre de Marie-Célie, L'ado de Sarah, héritage Sarah en créole. Dorothy Rowe, que je vois ici dans ma galerie. Alors, Dorothy, moi, j'aime bien dire que c'est une activiste culturelle, féministe, fondatrice du Salon de la Femme Noire, fondatrice de Audace au féminin. Elle n'a peur de rien. Et donc, peut-être qu'elle a un petit secret. Peut-être qu'elle est déjà entrée en contact avec sa colère. En tout cas, elle va nous le dire tout à l'heure. Marlène, chère Marlène, Marlène Rateau, activiste, infirmière de carrière, présidente de la communauté, du bureau de la communauté haïtienne, du conseil d'administration du bureau de la communauté haïtienne pendant plusieurs années, en tout cas, oh oui, déjà, et activiste féministe qui s'assume et femme en colère qui s'assume, et voilà, donc elle en a beaucoup à nous dire. Merci, chère Marlène, d'être là. Michel, coucou Michel. Michel, mon ami Michel, avocate, hein, toujours, avocate et anciennement à la Commission des droits de la personne et elle aussi, belle femme en colère, et j'aime bien dire que Michel est l'auteur de notre définition du concept de profilage racial au Canada. Elle en est l'auteur. Alors, ma sœur et amie, ma sœur de berceau et amie de longue date, ce qui veut dire depuis la naissance de berceau, Yamile Cadet, fonctionnaire à la ville de Montréal durant de longues années et maintenant artiste qui s'assume et écrivaine. Écrivaine en pleine éclosion.
Voilà. Merci, Yam, d'être là. Alors, sans plus tarder, je vous ai présenté, bien sûr, mais je vais vous demander quand même de faire un petit tour rapide, peut-être 1 minute ou 2, juste pour se mettre en, en forme, à savoir votre lien avec la colère. Comment définissez-vous votre colère? Hein? Je sais que Marie-Célie, il y a question de feu. Pour moi aussi, il est question de feu. Mais si vous aviez 1 ou 2 mots à mettre sur votre colère, qu'est-ce que ce serait? Alors, qui commence? Est-ce que je dois aller dans l'ordre? C'est préférable. Marlène commence. Hey, yeah, ça y est. Alors, Marlène, comment définis-tu ta colère? Un volcan en dormance. Oui, 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 oui. Ah, mais Gusta. Merci, Marlène. Qui d'autre dans l'ordre, dans le désordre? Hé, Maud Pierre est là. Super. Alors, qui d'autre veut nous décrire sa colère? Un mot pour nous dire sa colère. Un volcan en dormance pour Marlène. Qui d'autre? Yamilé. Ah, d'accord. Marie-Célie, ensuite Yamilé. Bon, eh bien, je pourrais dire de ma colère qu'elle est aussi un volcan, mais ce n'est pas un volcan en dormance. Pas du tout. Je refuse qu'elle, tout au contraire, elle ne s'endort pas. Ma colère, c'est aussi un garde-fou. C'est aussi mon garde-fou, c'est ma compagne, c'est aussi un guide. C'est ce qui m'empêche d'être, comment dire, enfin, de résister à beaucoup de choses pour lesquelles nous devons être, à beaucoup de choses et aussi d'être vigilants. Ma colère, c'est ça. Pour cela, elle ne peut pas être en dormance. Donc, les volcans en dormance, ça fait des éruptions quand même. Mais Marlène, je Sous ne la parle pas pression, de ce hein? que tu as dit, Marlène. Ça y est, ça commence. Ça fait des éruptions. Et ça commence. Je ne faisais Ça pas se référence à toi. Ça dépend de la profondeur de cette dormance, Marlène. Et voilà. Et voilà. Et Ça voilà, ça n'empêche y pas est. d'avoir des On éruptions. y est. On y est. Génial. Merci, Marie-Céline. Yamilé. Ben, pour Yamilé Cadet. éruption au niveau cutané. Face Oh à là là, tu explique. vois, une Oui. éruption, non, mais c'est comme une convulsion cutanée face à l'injustice pour moi. C'est ce qui m'horripile le plus. Oh my God, d'accord. Oui, les filles, vous partez en forme là. Éruption cutanée, qui l'horripile, etc. Donc, littéralement une réaction du corps, hein, littéralement une réaction du corps. Merci, éruption, Liam. Mhm. Qui d'autre nous dit sa colère? Moi, c'est motivation pour passer à l'action, ma colère. Action. Ouais, moi, je me permets tout de suite de me joindre un peu à Michel aussi. Moi, c'est mon moteur, c'est un 6 cylindres. Donc, 6-8. OK, d'accord. Donc, moteur, encore une fois, pour passer à l'action. Merci. Stéphane, comment définirais-tu ta colère? Mais je vais la définir dans mon texte, alors je ne vais pas vous donner des spoilers. Non? Je peux vous donner tu veux nous faire le... je vais seulement vous donner le titre du texte. Le texte s'intitule « Que la colère me fonde ». Oh là là, my God. D'accord. Que la colère me fonde. Il y a de la force dedans. Il y a de la force dedans. Super. On a fait le tour pour les mots qui décrivent notre colère. Et maintenant, sans plus tarder, je vais laisser donc nos belles femmes en colère nous lire le texte qu'elles ont prévu pour nous. D'accord? Alors, Marie-Célie, voulez-vous commencer? Veux-tu commencer ou bien... Si tu me donnes la parole. Non, ou bien on y va dans le désordre comme comme on a vous commencé. voulez. Moi, ça m'est... Dans le désordre. Vas-y, sautez. non, Marie-Célie, si t'as bien. Vous sautez. Ah oui, Stéphane a décidé. Ouais. Alors, le titre de mon texte, c'est « Feu et lumière, ma colère ». La vie entière ne suffirait pas pour dire l'étendue de ma colère, ni pour sonder ses profondeurs. J'en ai senti les premiers soubresauts après mon arrivée au Québec, lorsque, abasourdi, je me rends compte du sort réservé dans le pays voisin aux Afro-Américains, descendants de celles et ceux qui ont ensemencé les champs pour construire la richesse qui leur a toujours été interdite.
je constatais qu'après la destruction de leur être profond, après des siècles d'iniquité, leurs enfants, leurs petits-enfants étaient encore traités comme des parias. Un grand nombre d'entre eux aujourd'hui, enfermés dans les prisons, se retrouvent esclaves d'une économie qui fonctionne grâce à l'exploitation éhontée de leur force de travail dans ces lieux qu'Angela Davis désigne par les goulags de la démocratie. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte que dans le pays qui m'accueillait, ceux qui en étaient les premiers habitants avaient été aussi relégués au banc de l'humanité. Invisibilisés, ils sont devenus les derniers et le demeurent, en dépit de l'étiquette trompeuse de peuple premier. Achevés par un système qui prétendait les civiliser, ils sont aujourd'hui condamnés à un pèlerinage insensé au cours duquel ils rassemblent les ossements de leurs enfants. À la même époque me parvenaient les échos des luttes de tant de peuples bâillonnés de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale. J'analysais les rouages de l'oppression organisée pour assouvir l'insatiable faim de ceux-là même qui, durant des siècles, écumaient les côtes d'Afrique, y semant mort et désolation. J'apprenais aussi que ces généraux, ces tortionnaires de la trempe des Pinochet, des Videla et autres, dont plusieurs Haïtiens, devaient leur formation de tortionnaires à l'école des Amériques, située à Fort Benning dans l'État de Géorgie. À la même époque, je faisais la connaissance de Nelson Mandela, enfermé, lui, durant 27 ans, dont 18 passés sur l'île de Robben Island. Ma découverte de l'Afrique démantelée m'a permis d'apprendre les noms de tant de dirigeants africains assassinés par ces pouvoirs occultes, lesquels, bien à l'abri dans les capitales européennes, tirent les ficelles et pompent depuis la nuit des temps toutes les richesses du continent africain. Si on ne retient souvent que le nom de Patrice Lumumba, ils sont nombreux pourtant ceux qui ont payé et paient encore de leur vie l'urgence pour le continent de s'affranchir du joug colonial. L'écrivain Wole Soyinka faisait remarquer lors du sacrifice de George Floyd qu'ils sont plus d'une soixantaine d'hommes politiques africains à avoir été assassinés uniquement à partir des indépendances des années 60. Il m'a fallu donc plonger dans l'histoire des peuples opprimés pour décoder celle de mon pays natal, pour en comprendre la valeur et trouver les racines de ma colère. J'ai su à ce moment-là ce qu'était le prix du sang versé par le peuple d'Haïti, démantelé par les puissants et qui continue à se battre seul. J'ai saisi alors le pourquoi de ma présence au Québec et j'ai senti les grondements de cette colère. Elle hurlait au-dedans de moi le refus de l'étiquette d'immigrante économique chassée de sa terre par la misère. Les politiques qui, depuis l'aube des temps, gèrent nos existences, en avaient décidé ainsi. Comme c'était le cas pour tant d'autres peuples, tout avait été prévu pour que notre force de travail, quelle qu'elle soit, puisse être détournée au profit des mêmes prédateurs. Ma colère devient volcan lorsque je pense au sort d'Haïti. Ce peuple qui, le premier, osa dire non, un non sans équivoque à l'esclavage depuis la proclamation de son indépendance, est soumis à l'asphyxie. Sommé de dédommager les esclavagistes, Haïti s'est vu condamné à s'endetter. Pour la première annuité seulement, les Haïtiens paieront 6 fois l'équivalent du PIB de leur pays. Les économistes évaluent aujourd'hui cette rançon versée à l'État français à plus de 560 millions de dollars. Prix du sang, prix de la misère innommable dans laquelle croupit une nation que l'on s'entête à qualifier, et avec quelle délectation, de l'une des plus pauvres de la planète. Pays défiguré, appauvri, tout comme on veut réduire à sa plus simple expression le peuple de Cuba qui, depuis Moncada, refuse de courber les chines. Les mots n'ont pas encore été inventés pour décrire ma colère, mais j'ai trouvé ses sources dans l'oppression et la dépossession des peuples, et je nomme la convoitise âpre, la cupidité infinie de l'Occident qui a mené à ce que Louis Salamolens définit par le basculement de l'humanité à la bestialité. Ma colère est arrimée à la détresse des peuples spoliés, des peuples bafoués, survivants et survivants des politiques génocidaires. Ma colère a été engendrée par le sort dévolu à une catégorie d'êtres humains, otages de cette suprématie blanche qui a aussi accouché du sexisme.
Ma colère puise son énergie dans les efforts à déployer simplement pour exister. Efforts pour ne pas sombrer dans un univers taillé pour nous sur mesure et qui fait de nous des équilibristes, toujours à marcher sur un fil, à faire preuve d'audace, à négocier génération après génération notre espace, réclamer notre place sur Terre. Ma colère est ancrée aux luttes quotidiennes menées par celles et ceux qui doivent chaque jour descendre au plus profond d'eux-mêmes en quête des ressorts, en quête du courage pour soutenir leurs enfants dans une lutte qui n'a pas de fin contre le pouvoir octroyé à d'autres sur leur vie, pouvoir exercer avec une brutalité indescriptible, de mettre quand bon leur semble le genou sur le cou d'un nègre et d'attendre placide son dernier souffle. J'ai 2 fils, aujourd'hui des hommes. En dépit de leur âge, je tremble pour leur vie, même lorsque le racisme n'existe pas, du moins d'après les dirigeants de ce pays où ils sont nés. Ma colère est nourrie par la haine sans cesse renouvelée de ceux qui ont eugénifié le monde. Elle enfle sans demander la permission à quiconque, mais elle est surtout vie. Par mon refus de la verrouiller comme on enferme en soi la souffrance, je l'ai rendue fertile. Mon guide, ma compagne, elle est avant tout cette lumière qui m'empêche d'être la proie de la déchéance servile qui guette celles et ceux qui font le choix délibéré d'être aveugles et de cheminer sans jamais se poser de questions. Et à ceux qui prétendent ignorer les sources de cette colère, plus souvent qu'autrement qui les gêne, je réponds qu'elle n'est que le fruit de la haine interminable d'une catégorie d'êtres qui se prétendent humains et ont pourtant misé sur la destruction de l'autre pour construire leur propre existence. Merci. Merci infiniment, Marie-Célie, pour ces mots et les émotions que tu partages avec nous. Merci infiniment. Stéphane, tu veux y aller? Alors, j'ai écrit ce texte. Que la colère me fonde. Ma mère savait se mettre en colère. Ma grand-mère et ma tante surtout. Femme de petite taille, elle devait se tenir debout face à l'arrogance, face à la violence, face aux hommes qui les dépassaient en taille, en poids, en pouvoir. C'était toujours une colère vive, périlleuse, imprévisible, inaliénable. Elle savait où et quand s'exprimer cette colère des temps cannibales où l'on risquait sa vie pour rien. Elle savait où et comment s'exprimer, certes, mais quand une frontière était atteinte, elle n'hésitait pas, cette colère, à marquer furieusement une limite qui avait été franchie et au-delà de laquelle la mort finalement importait peu. Elle se tenait droite dans cette colère, qui souvent, contre toute attente, les faisait entendre et sauvait des vies, parmi lesquelles indubitablement la leur. J'ai toujours vu des femmes sachant se mettre en colère, refuser les compromis, compromissions, dire tout droit des vérités qui ne se disent pas, comme cela, jeter comme des diamants dans mon quotidien. Cette colère était aussi une colère édifiante, celle qui se racontait aux futures femmes, aux futures personnes que nous serions, garçons et filles. C'était une colère pure, droite, qui nous apprenait à vivre et à être. Une colère de dignité humaine, une colère de la noblesse que confère la droiture, une colère sans fêlure, une colère de puissance de vie. En ces lieux plus froids où la violence s'exerce volontiers et mieux à voix basse, j'ai soudain mémoire physique de ces colères qui m'ont formé, qui m'ont forgé. Je ne sais pas si j'ai envie de parler de ma colère. J'aurais trop l'inquiétude d'en faire le banquet renouvelé de ma douleur et de celle des miens. Non, le plus souvent, je garde ma colère jalousement contre moi quand je dors. Je refuse de donner à voir la souffrance qu'elle contient.
ne rendant apparente que la limite qu'elle veut poser. La souffrance qu'elle contient pour moi relève de l'intime. Je la garde précieusement pour me ramener à moi-même, pour m'indiquer les limites de ma vie et les limites du tolérable. Je ne ferai pas spectacle de ma colère. Je laisse plutôt déployer ses feux ardents vers les pierres de belle eau que sa densité me donne. Je préfère laisser voir plutôt ce qu'elle élabore en secret par mon travail de création, ce qu'elle peut transmuer en action ou transmettre en futur promis. Mais si jamais elle s'exprime, ce ne sera pas un jeu et je saurai me faire entendre. Je saurai me faire entendre, sachez-le, et il n'y aura pas de retour possible. Je dirai non. J'écrirai des poèmes qui seront sans pitié. Je indiqueront la fin. Alors, les yeux brillants, comme les miennes avant moi, je me tiendrai droite dans ma colère, qui mieux que tout autre contiendra mon refus. Alors, le souffle court, au bout de l'essoufflement de mon cœur, je me tiendrai debout, debout dans ma colère, sans plus rien retenir, mais sans plus rien proposer. Alors, je m'en irai dans ma colère. Elle saura mieux que tout autre m'emporter, pendant que les édifices de destruction du monde, de négation de l'humain, auront porté jusqu'à leur propre maison leur négation de l'autre, auront de leurs propres mains déchiré leurs entrailles et renversé leurs murailles, sans que je puisse rien y faire, sans que je veuille rien y faire. Mais en attendant, j'aurai déversé en flammes irrépressibles un terreau fertile, une terre brûlée sur laquelle mes enfants sauront, malgré tout, malgré tous, faire repousser la vie. C'est tout. Merci infiniment, cher Stéphane, tes mots, tes émotions. Marie-Célie, merci de partager cela avec nous. C'est bizarre, hein? J'ai envie d'applaudir et en même temps, non, je n'ai pas envie d'applaudir. J'ai envie de retenir, mais je vais vous faire à toutes les deux un cœur. Voilà, en guise d'applaudissement, ce sera plutôt un cœur. Merci infiniment. Alors, mes belles autres femmes en colère, qui veut... Yamile? Ça y est? Ah, je pensais que... Michel. Non, comme ton... Ah, Michel, tu es prête? D'accord. Moi, je parle en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure au début, que ma colère et ma motivation pour passer à l'action. Je fais un petit retour sur ce qui s'est passé dans l'actualité hier. Probablement que vous êtes au courant qu'il y a un merveilleux jugement de la Cour supérieure hier sur le profilage racial, où un juge, je précise, un juge blanc, qui a devant lui des avocats noirs, et je précise des jeunes avocats haïtiens qui amènent un dossier de profilage racial que vit un jeune noir, et donc contre des procureurs blancs du système, procureur général du Québec, procureur général du Canada. Alors donc on va dire que c'est un parcours de David contre Goliath. Et je pense que dans ce cas-là, leur colère d'être traités différemment a fait en sorte qu'ils ont amené ce dossier au tribunal. Je veux préciser que dans ce dossier-là, c'est un dossier qui peut coûter facilement des centaines de milliers de dollars, où les avocats noirs ont travaillé presque pro bono, où ils ont été chercher des jeunes étudiants en droit pour les aider pour la recherche et pour arriver à mettre leur colère ensemble pour faire valoir que intercepter des jeunes dans la rue, dans l'auto, sans motif valable,
que c'est contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution canadienne. Alors donc, quand je dis que ma colère est une motivation pour passer à l'action, pour moi, hier, c'était une belle démonstration que la colère peut nous amener à aller de l'avant de plus en plus. C'était mon petit témoignage par rapport. Avant hier, je n'avais pas pensé à cela, mais l'actualité d'hier m'a fait penser à présenter cela. Merci, merci Mich. Donc, encore une fois, combien de fois faudra-t-il faire ce genre de constat et combien de fois on fait des constats sans pouvoir même passer à l'action? Alors, on peut saluer l'initiative de ces avocats, ces jeunes avocats haïtiens qui ont voulu passer à l'action, malgré tout. Même si ce sera difficile, même si ce sera laborieux et coûteux, non? Merci Mich aussi d'être dans ces domaines, le domaine légal, en fait, ce sont des avant-postes. On a besoin de cela pour faire valoir les droits fondamentaux des personnes spoliées justement dans leurs droits. Merci de constituer cette sorte de vigie aussi dont Marie-Célie parlait tout à l'heure. Merci Mich. Un petit cœur pour Mich. Yann, on t'écoute. Tu es prête? Non, c'est parce que tu n'as pas c'est parce que tu avais ton microphone ouvert, donc je croyais que tu étais prête. Ah non, mais si quelqu'un veut y aller, j'attends. Non? Tu préfères aller après? Alors, chère Marlène, chère Dorothy. Alors, moi, j'ai un texte, mais c'est en anglais. Donc, je ne sais pas si vous êtes confortable que je lise un petit extrait de la poète Amanda Gorman qu'on a vu lors de comment il s'appelle encore? L'investiture du président Biden. Exactement, merci beaucoup. Alors, en 2021. Oui. Alors, moi, c'est juste un petit extrait de son poème qui est Fury and Fate. Et elle dit, When you told that your rage is reactionary, remember that rage is your right. It teaches us it is time to fight in the face of injustice. Not only is anger natural, but necessary, because it helps carry us to our destination. Our goal has never been revenge, just restoration. Not dominance, just dignity. Not fear, just freedom. Just justice. Et ça vient me parler parce que, comme je disais au début, pour moi, la colère, c'est un moteur, oui, un moteur qui nous amène à porter des actions, un moteur aussi à utiliser notre voix, qui, encore une fois, cette voix-là peut être perçue comme dans le stéréotype de la angry black woman, c'est-à-dire de cette femme noire toujours colérique. Mais il faut comprendre aussi que c'est beaucoup de choses que nous refoulons et que parfois notre passion peut être vue péjorativement, tandis que chez un homme, ça va être considéré autrement. C'est quelqu'un qui a de la pogne, qui a du caractère. Mais c'est cette même colère-là qui me motive constamment. Évidemment, je suis impliquée depuis que je suis très jeune, mais à un moment donné, j'ai eu une frustration d'être invisibilisée. Et mon histoire n'est pas la seule. Quand je regardais autour de moi, je regarde simplement autour de cette table-là, je regarde Madame Rateau, Madame Agnan, que je connais, que j'ai lu des livres, que mon fils a lu les livres aussi. Et Madame Rateau, que j'ai croisée quand j'étais bénévole à Radio Centre-Ville. Donc, des femmes extraordinaires qui sont invisibilisées dans l'histoire même, ici même, du Québec. Quand on regarde le féminisme ici, c'est un féminisme qui n'est pas inclusif. Donc,
ça cause des frustrations et c'est encore la même chose. Aujourd'hui, oui, on voit, on occupe un peu plus de place, qu'il y a plus de présence au niveau des conseils d'administration, des postes décisionnels, mais on a encore beaucoup de travail à faire parce que nos initiatives sont repris ou bien sont appropriés, mais sans reconnaître d'où vient l'origine. Je pense entre autres au mouvement MeToo, qui a été initié par une femme noire, mais encore une fois, des fois, je vais à des rencontres où des femmes me disent qu'elles ne savaient pas que c'était une femme noire qui était à l'origine de ce mouvement-là. Donc, c'est juste pour vous dire que malgré tous les avancements qu'on voit actuellement, mais on a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de colère aussi qu'on garde à l'intérieur, mais qu'on essaie de transformer ça en des actions positives. Et ce qui est merveilleux, par exemple, avec la femme noire, c'est qu'on a toujours cette vision rassembleuse, toujours dans le but que ça soit bénéfique pour la collectivité. Donc, c'est ce que je voulais dire, que moi, ma colère, c'est comme ça que je la vis, puis et de temps en temps, j'aime me défouler ma colère sur une piste de danse. Donc, ça c'était The Angry Black Woman talking. Merci, merci Dorothy. Et apparemment, nous aimons bien, en tant que femmes noires, apparemment, nous aimons bien transformer cette colère en joie aussi, justement. Hein? Vivre cette colère à travers la joie dans le corps qui exulte, c'est aussi de la colère et qui jaillit sous forme de joie. Apparemment, nous avons cette proportion, donc je le sens en toi aussi. Merci et puis d'avoir partagé ce poème de cette poétesse, cette jeune poétesse. Oh là là, tellement, tellement inspirante, hein, déjà. Et elle me fait penser aussi à Audre Lorde, cette poétesse afro-états-unienne qui nous dit il y a un devoir de colère. Hein. Les femmes ont un devoir de colère. Hein. Alors, c'est pas est-ce que tu veux être en colère, est-ce que tu te sens en colère? Non, tu as un devoir de colère. Merci, Do, merci beaucoup. Marlène, on t'écoute. Alors moi, je vais lire ce que j'avais préparé. De toute ma vie, on a toujours essayé de me faire croire qu'être en colère n'était pas de mise. Mais ma nature plutôt rebelle a su passer outre à toutes les injonctions voulant que je n'exprime jamais de la colère. Que serions-nous si nous n'avions pas le droit de formuler clairement nos désaccords? Ma colère, celle qui m'habite depuis longtemps, a toujours été, je le crois, le moteur de toutes mes actions. On est encore dans le moteur, n'est-ce pas? Élevée pour être une fille modèle, une femme rangée, une personne qui devait se tenir à la place qu'on lui destinait, je peux vous dire que j'en ai fait enrager plusieurs, incluant mes proches. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une colère sans cause, mais d'une réaction épidermique à tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à de l'injustice. Je vous dirai que l'éducation très soignée qu'on s'évertuait à me donner n'a pu faire disparaître cette propension à m'insurger contre toute iniquité. C'est en quelque sorte ma marque de fabrique. L'école, au lieu de transmission des savoirs, n'a pas ménagé ses efforts pour instiller, chez les filles surtout, une aversion de la colère. Nos religions ont complété le travail. La colère a toujours été présentée comme un débordement inacceptable. Le grand théologien Thomas d'Aquin affirmait qu'il n'y a pas de colère juste, à l'exception de celle dirigée contre les démons. Pour lui, se mettre en colère est contre nature. Personnellement, sans trop croire aux démons, j'imagine aisément que ceux-ci se présentent à moi, selon les circonstances, sous des formes très diversifiées. On se plaît trop souvent à croire que la colère est un signe de faiblesse chez les femmes, tout en admettant tacitement qu'elle convient bien aux hommes qui,
dans leur rôle traditionnel de leader, fonctionner le monde. À l'opposé, la femme devrait être tout en réserve, discrétion, compréhension et abnégation, rôle qui ne lui donne pas le droit d'être en colère en aucun cas. Pour être franche avec vous, j'ai un fond de colère qui ne décolère jamais. C'est comme un volcan en dormance, mais capable de se réveiller en présence de toute pression assez forte et provoquer une éruption instantanée. Il a donc bien fallu que j'apprenne, au fil du temps, à canaliser cette énergie afin qu'elle soit plus constructive que destructrice. Je me souviens d'un tournant de ma vie d'adolescente qui a cristallisé à jamais, je crois, la nécessité de cette transformation de ma colère en engagement sociopolitique. Mon père était un homme qui, allez savoir pourquoi, se retrouvait toujours du mauvais côté du duel politique. Dans un pays comme Haïti, sa position était intenable. La première fois qu'il a été arrêté comme opposant politique, j'étais encore trop jeune, de sorte que je n'en ai aucune souvenance. On m'en a parlé. La deuxième fois, j'étais bien consciente et je me souviens de ses récits à sa sortie après 2 mois d'emprisonnement. Quoique très jeune, en retrait volontaire lorsqu'il pressentait qu'il y avait un risque pour lui d'aller faire un tour en prison. Je vivais ces moments avec désillusion sur l'état du pays, furieuse de comprendre qu'on pouvait être à la merci de n'importe quel potentat qui arrive au pouvoir dans ce pays. Dans la nuit du 9 au 10 décembre 1959, où des hommes de Duvalier sont venus le kidnapper chez lui, ça a été un moment très spécial. Ils sont partis en l'emmenant de force et on n'a jamais su le sort qui lui a été fait. Aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouverait son cadavre. Ce fut pour moi la fin de mon innocence et le début d'une autre époque dans ma vie. Mes émotions se sont mises alors à valser entre la tristesse et la colère, entre la détresse et la rage. Et je suis persuadée que la prise de conscience qui est née de ce drame m'a façonnée pour la suite de mon parcours. Le penchant naturel qui faisait que je m'objectais à tout ce qui s'apparentait à de l'injustice a gradué de plusieurs crans. Le besoin de m'engager dans certaines causes devenait irrépressible. Même enceinte de 8 mois de mon deuxième enfant, on me retrouvait sur des lignes de piquetage. Je disais toujours que mon travail était, comparé à mes engagements sociaux, communautaires, politiques, je m'impliquais profondément et la recherche de solutions pour le respect des droits humains fondamentaux a été souvent mon sport favori. À ceux et celles qui m'ont côtoyé et qui m'ont trouvé trop intense, je reconnais n'avoir jamais visé de faire les choses à moitié. Comme militante féministe, j'étais de tous les combats. Je me souviens d'avoir beaucoup travaillé avec le groupe de Montréal sur la question de l'équité salariale. Le soir du lancement des résultats de nos travaux, je réalise, à ma grande déception, que la vidéo présentée par le groupe de la Ville de Québec ne présentait aucune femme des minorités ethniques. Malgré le fait qu'il s'agissait d'un événement de célébration, je n'ai pas pu m'empêcher de troubler un peu l'atmosphère en leur faisant remarquer cette absence. C'était peut-être inélégant de ma part, mais j'étais furieuse et je n'avais pas le choix de laisser passer une telle mise à l'écart. Ceci illustre le fait que dans toutes les luttes qu'on mène,
la vigilance est toujours importante. Les petites comme les grandes violences faites aux femmes devraient toujours être dénoncées, d'où qu'elles viennent. L'auteure américaine Soraya Chemaly, dans son livre intitulé « Le pouvoir de la colère des femmes », nous signale toutes celles qui se taisent à se départir des émotions négatives induites par leur silence. Son livre s'adresse spécifiquement à toutes ces femmes qui ont fait l'objet de sexisme ordinaire, de remarques déplacées, mais aussi d'insultes misogynes, de harcèlement ou d'agressions sexuelles. Autant de motifs qui, si la colère ne se manifeste pas, sont capables de rendre leur vie difficile et empoisonner leur quotidien. Notre colère, la vôtre autant que la mienne, est souvent l'expression d'une quête de justice. Elle est non seulement légitime, mais elle s'auréole aussi de noblesse. Gardons-nous de la refouler en nous, ni de la juger sévèrement chez l'autre. Ce faisant, on risque de faire mal à soi d'abord, mais aussi à Marlène, s'il te plaît, tu pourrais nous relire la dernière phrase de ton texte? Il y a eu un petit souci de son, une petite déconnexion. Alors, La dernière je prends phrase. le dernier paragraphe. Notre colère, la vôtre autant que la mienne, est souvent l'expression d'une quête de justice. Elle est non seulement légitime, mais elle s'auréole aussi de noblesse. Gardons-nous de la refouler en nous, ni de la juger sévèrement chez l'autre. Ce faisant, on risque de faire mal à soi d'abord, mais aussi à être complice de l'injustice qui la fait naître. Merci, merci, chère Marlène, merci infiniment pour ces mots, pour ces émotions et aussi pour, j'oserais dire, ce secret qui t'habite. En tout cas, je dis secret parce que je n'étais pas au courant. Et donc, merci de l'avoir partagé avec nous aujourd'hui dans le cadre de ce panel. Yamile, tu es prête? On t'écoute. Oui. Tous les désespérés de la Terre ont en commun cette respiration difficile, née de la panique de ne pouvoir résister à la pression sans hurler, ou que la gorge ne soit rendue trop étroite pour pouvoir crier au moment fatidique. Lorsqu'un souffle défaillant tente de ressortir, c'est souvent d'une voix enrouée que les mots affluent, à contretemps, comme hachés. On les dirait plus sanglotés que dits. Puis il y a toujours ce ton de résignation admis comme un aveu d'impuissance, lorsqu'on constate qu'il ne nous reste plus de munitions, aucun autre secours, ni de cachette possible. C'est dans notre corps d'abord qu'on renonce, au fond de la poitrine, puis sur la peau. Là où on sent un besoin urgent d'être physiquement près de notre mère, ou du moins vocalement, de sentir la présence d'une autre personne à la voix rassurante, aimante, avec qui partager notre dernier souffle. La voix, c'est la toute dernière petite lumière que l'on perçoit encore, celle à laquelle on s'accroche pour ne plus se sentir si seul, tout seul. Je me souviens d'avoir alors bondi de mon lit, complètement réveillé et en état d'alerte maximale. Mon ami venait de prononcer en chuchotant des mots déclencheurs. Ceux de ses vieux souvenirs et d'une promesse alors faite qui exigeait une action immédiate. J'ai peur de lui, aussi de mourir ici toute seule, bêtement maintenant, dans une cave à laquelle il aura mis le feu. Puis par bravade, elle avait alors crié fort, « Mais même le feu n'effacera jamais ce que tu m'as fait. » Ces mots ne laissaient pas planer de doute.
Il ne s'agissait pas de moments de folie, mais plutôt de l'apogée d'une violence bien installée. J'en voulais à mon radar de secouriste de m'avoir fait défaut. Au moment où une personne précieuse à mes yeux était en danger, tout en déneigeant mon véhicule, je revoyais en mémoire mon propre face-à-face avec un agresseur et les profondes séquelles que je portais depuis l'enfance, sous de vilaines cicatrices qui laissaient mes amants souvent perplexes. Je fouillais nos précédentes conversations pour y trouver ces signes que je n'avais pas su voir. Lorsque je compris subitement l'évidence subtile, quand on est tué à petit feu, le silence est le principal suspect. Pour nous épargner ce qu'on aime, pour projeter et préserver l'image d'une réussite sociale, pour rehausser une piètre perception de soi et éloigner le spectre de l'échec. On garde la tête haute et on tait l'essentiel. Comme moi et toutes les autres qui avaient survécu ou succombé à leur silence, elles s'étaient volontairement et soigneusement abstenues d'être sincères lors de nos si puérils bavardages. Pourtant, nous brûlions d'envie de nous dire la vérité. Nous sentions dans nos tripes qu'elle ne sortirait qu'au prix d'une immense honte. La religion du péché, celle de la culpabilité et du pardon à tout prix, nous avait ôté les vrais mots de la bouche, au nom de la paix morale. Je sentais pourtant l'urgence de tout lui dire, à présent qu'elle sentait, qu'elle devinait et devait comprendre que pour elle, une traversée du purgatoire avait commencé en cette nuit floconneuse. Il lui avait alors fallu reconstruire chaque pan de sa vie pour tout réévaluer. L'estime de soi, la perception de ses émotions, son sens de la réalité, sa façon de prendre des décisions importantes. En tant que figure montante dans un domaine professionnel fort restreint aux femmes, elle avait dû lutter contre la peur, que sa réputation mise en miettes dans les médias sociaux ne s'en remette un jour. Elle se composa donc une face de marbre. Pour ces instants où, sans crier gare, sans phare ni tac ou égard, la vie cesse d'être privée et qu'elle est déballée, jugée, jaugée puis disséquée sur la place publique par des inconnus qui ne l'avaient jamais croisée. Un petit extrait. Merci, Yann. De nouveau, merci pour les mots, merci pour les émotions partagées. Encore une fois, un cœur. Et c'est comme si ton texte venait faire une synthèse organique finalement des émotions partagées par nos autres belles femmes en colère. Tu as dit tout haut ce qui se passe dans le corps même, on dirait. Donc, lors du passage, en tout cas, de l'existence de cette émotion, de cette colère. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Écoutez, je vais laisser mes belles femmes en colère prendre une pause et pendant ce temps-là, nous aurons une dizaine de minutes pour laisser les personnes qui ont assisté à notre panel de s'exprimer ou le cas échéant de leur poser des questions. Je crois que c'est Yvette qui fait la... Oui. Oui, j'ai un commentaire un peu en relation, mais merci de partager. Et je suis vraiment étonnée de cette réflexion sur la colère. Il y a quelques thèmes qu'on voit comme la colère comme un moteur, mais aussi on voit qu'il y a comme c'était invisibilisé les femmes, et plutôt les femmes noires ici au Québec. Est-ce qu'on peut transformer, vous pensez, cette situation actuellement? Et vous pouvez comme réfléchir, est-ce qu'on va unir tous les collègues de toutes les femmes ici au Québec et d'ailleurs, en Amérique du Nord comme partout? Merci Yvette pour la question. Est-ce que l'une de vous se sent prête à répondre un petit peu, une courte réponse à Yvette? Yamile? Moi, je n'ai pas tellement bien compris la question, en fait, ou le commentaire. Est-ce que, si j'ai bien compris, est-ce que ça va être possible que
les colères de toutes les femmes puissent être unies, c'est ça? Oui, Pour oui. former une oui. seule voix, quelque chose comme ça? Oui, Ouais. une seule voix, oui. OK, oui. d'accord. OK, parfait. Ben, Mais est-ce que je Je peux vais dire répondre quelque à chose? ça. Ah, OK. Non, non, vas-y, Michel. Bon, dans l'histoire du féminisme, on a dû éventuellement faire des études tenant compte des spécificités, et notamment des femmes noires, dans la lutte contre le racisme aussi. Si on regarde même dans l'histoire des Black Panthers, d'Angela Davis, où on a dû faire des nuances entre la situation des femmes et des féminismes, des femmes, des féministes en général versus les femmes noires, parce qu'il y a des situations que les femmes noires, bon, pourraient peut-être, probablement, si on fait des études et des comparaisons en lien avec des femmes autochtones, par exemple. Aux États-Unis, au Canada, on pourrait, si on pense à l'histoire de Joyce et Chacuan, alors on pourrait facilement transposer cette situation à des situations de femmes noires à qui pour lesquelles, lors de l'accouchement, par exemple, on ignore souvent les douleurs, pour lesquelles on ne donne pas les mêmes soins parce qu'on pense que leurs douleurs sont exagérées. Alors donc, peut-être, oui, par rapport à des personnes discriminées, colonisées, il y a peut-être des amalgames à faire. Par contre, c'est très important de faire des distinctions par rapport à l'afroféminisme, ou bien je pourrais appeler à l'autochtonoféminisme, c'est un néologisme pour moi, etc., pour démontrer les distinctions qui sont à faire entre la situation des femmes, notamment appartenant à la majorité, qui jouit des privilèges. Il ne faut pas oublier que, par exemple, dans un contexte je retourne à mes sujets de discrimination, la femme blanche ayant des enfants blancs n'a pas peur pour son enfant qui va être victime de profilage racial, par exemple. Alors donc, etc. Donc, même si, oui, elle est féministe, etc., mais il y a certains enjeux auxquels elle ne fait pas face et où elle ne peut pas avoir la même lecture de la réalité parce qu'elle ne fait pas partie de la même réalité. Évidemment, il y a des convergences par rapport au patriarcat, etc., mais n'empêche que les femmes de la majorité jouissent des privilèges que les femmes minoritaires ne vivent pas. Merci Michel. Je pense qu'il y a Stéphane qui voulait répondre aussi à Yvette et ensuite Dorothy, oui. Non, c'est une question très longue. On pourrait dire beaucoup de choses, mais la réponse rapide, ça va être que finalement, toutes les femmes qui ont parlé aujourd'hui, c'est très frappant depuis la présentation que Gina a faite au début, que nous sommes toutes des femmes déjà engagées dans l'action, déjà engagées vers la transformation et puis le changement. Donc ça, c'est déjà un premier constat. C'est un constat très clair quand on écoute le panel. Et puis la deuxième chose, c'est que pour moi, le féminisme est une lutte pour l'égalité. Et donc, moi, j'ai tendance à dire que les capacités de certains groupes féministes de tenir compte de l'ensemble du portrait, pour moi, ne remet plus en question leur féminisme, en fait. Je me demande si c'est encore une lutte féministe, si on ne peut pas s'attaquer ou si on ne peut pas tenir compte des réalités complexes que vivent toutes les femmes. Alors, pour moi, ce n'est pas une manière de dire que qu'il n'y a pas de spécificité ou que l'afroféminisme ou le black feminism ne sont pas des féminismes enclenchés par des femmes minoritaires qui sont très importants. Mais arrivé à un certain point, quand on dit féminisme mainstream, pour moi, c'est presque une expression ironique. Ou bien féminisme blanc, c'est une expression ironique. Parce qu'on ne peut pas vraiment être féministe et ne pas se préoccuper d'égalité. Voilà.
Merci Stéphane. Stéphane, dans ce que tu as dit, avant de donner la parole à Dorothy, je pense que finalement, tu viens de me faire comprendre alors ce que j'ai perçu en vous. Parce que ce que j'ai perçu en vous, en fait, c'est votre colère. Mais merci de m'amener aussi le fait que vous êtes des femmes d'action. Et donc peut-être que j'ai vu les faits de cette colère, pas la colère elle-même. Je ne crois pas vous avoir déjà vu en colère, effectivement, mais j'ai ressenti cette colère, peut-être à travers justement ce jaillissement de la colère dans vos réalisations. Merci de me l'avoir fait comprendre. Merci Stéphane. Dorothy? En fait, je ne serai Ah pas oui, longue. oui, Yam. D'accord, Yam. Je ne serai pas longue aussi. C'est ça, Stéphane, elle a mentionné un point important, c'est le jour où on sera capable de pouvoir unir nos voix, c'est le jour où on va être capable de reconnaître ces inégalités. J'ai l'impression que justement, on a un peu parlé de ça, certaines restent assises sur leurs privilèges, donc d'autres, donc en parlant des femmes noires qui sont toujours au bas de l'échelle, mais on n'arrive pas, on n'est pas encore au même niveau. Donc, fermer les yeux, parler de lorsqu'on est en position de privilège, il reste toujours qu'il y a plusieurs autres femmes racisées qui sont toujours opprimées. Donc, ça va être difficile de pouvoir de pouvoir avancer si on ne reconnaît pas ça, puis si on n'est pas capable de dire, comment faire maintenant pour faire en sorte que ces femmes-là puissent être au même niveau que tout le monde. Donc, tout autant qu'il y aura des inégalités, ça va être difficile de pouvoir unir nos voix. Ça, c'est mon opinion. Merci, merci Dorothy. Il y a la notion d'intersectionnalité aussi, hein. Donc finalement, nous sommes, j'ai l'impression, à l'épicentre de l'intersectionnalité d'un faisceau de préjudices dus au sexisme, racisme, classisme, incapacitisme, etc. Nous sommes à l'épicentre, en fait, en tant que femmes noires. Merci Dorothy. Yamile? Oui, je voulais On t'écoute. ajouter, nous sommes à l'épicentre, mais aussi à l'avant-garde et en même temps dans le dernier banc là en arrière, parce que nous sommes celles qui sommes le plus victimes d'injustice. Et tant que une autre personne ne bondira pas à notre place devant l'injustice, quand ce sera un homme blanc qui prendra notre défense à la même vitesse que nous prenons la défense d'une femme blanche, asiatique, peu importe, tant que notre empathie mutuelle ne sera pas collective, on dessert notre cause de limiter ça à une question d'espèce ou de sexe c'est une question d'humanité. C'est notre capacité de devenir l'autre, de ressentir l'autre dans notre chair qui va déterminer notre capacité à survivre à la race humaine. Merci Yamile pour ces mots. Merci. Qui n'a pas parlé parmi mes belles femmes en colère? Marie-Célie, tu voudrais ajouter quelque chose? C'est coupé maintenant. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui. Au fait, ce que je voulais rajouter, c'est quelque chose qui fait un peu... je voulais donner un exemple concret de, je dirais pas l'impossibilité, mais la difficulté de joindre ces luttes. J'ai déjà travaillé dans un milieu qui était censé être une organisation de femmes pas féministes, qui se définissaient comme, pas des gens qui se définissaient comme féministes, c'était pour elles le lieu même du féminisme. Et j'en ai tellement bavé qu'un jour je leur ai dit, vous savez, lorsque je viens ici le matin, j'ai l'impression d'être une négresse qui quitte les Bantoustans pour venir travailler chez les Blancs. C'était une ambiance où elles ne comprenaient même pas combien elles pouvaient être racistes dans cette organisation-là, comme quelque chose qui était, enfin, le mot qui me vient, c'est inné. Le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est d'avoir participé, je pense, en 1991 à la grande rencontre des femmes qui avait lieu cette année-là à Pékin.
C'est une rencontre qui avait lieu chaque 10 ans. Je sais qu'il y a 10 ans, avant Pékin, c'était au Mexique, c'était en Afrique du Sud, enfin, je ne me rappelle plus trop. Et c'était vraiment une démonstration de racisme comme vous ne pouvez pas imaginer, même dans l'attribution des lieux où les gens devaient loger. Au fait, ce qui se passe, c'est que toute l'organisation de cette rencontre internationale était aux mains de l'establishment féminin des États-Unis ou de la France, et nous étions les familles pauvres, en quelque sorte, les femmes pauvres. À un point tel qu'un jour, j'ai dit à un groupe de femmes, nous allons faire une manif. Je me rappelle, j'étais rentrée dans le lieu où se réunissaient les Chiliennes, les Argentines. Elles étaient là à prendre leur maté. Et elles m'ont dit, mais tu quoi, tu parles? On a fait tout ce trajet pour venir ici se casser les pieds. Alors, il y a d'une part le féminisme, mais il y a aussi une question d'éthique. Tant et aussi longtemps qu'on ne met pas cette question au centre de nos luttes, on va parler pour rien. Pour moi, c'est important. Parce que ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des femmes qui vont participer dans des organisations de femmes, mais qui se contentent d'être des fonctionnaires du féminisme international, ou bien qui se contentent de parler. On n'est pas dans l'action véritablement. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant aussi, que notre parole soit accompagnée d'une nécessité de l'éthique. Et c'est ça qui va nous empêcher de tomber aussi dans les pièges. Oui, nos luttes sont toutes pareilles, nous sommes sœurs, qu'on soit blanc, qu'on soit noir. Je pense que nous n'en sommes pas là. Ça viendra peut-être un jour, la sororité, mais nous n'en sommes pas encore là, surtout pas à cette époque que nous vivons. Nous devons être lucides. Merci, merci Marie-Célie, encore une fois, pour ces mots de vigilance. Hein? Marlène, tu voudrais... Je veux dire, sur cette histoire de vigilance, je veux dire, dans le féminisme où j'ai beaucoup milité, la vigilance, c'est sûr que c'est de mise. Il faut toujours être prêt parce qu'il y a une éducation à faire aussi. Parce que imaginez que je ne veux pas épargner les gens là. Ces gens-là vivent entre eux. Ils voient la question féministe dans leur rang, dans leur entourage. Et elles sont incapables de transposer ça dans une autre réalité. OK, on est femmes, on est toutes femmes, mais il y a des femmes qui sont du sérail et d'autres qui ne le sont pas. Alors, quand on n'est pas du sérail, il faut toujours être capable de dire « c'est pas parce que je ne suis pas du sérail qu'il faut me mettre de côté. J'existe. » Et c'est ça qu'on fait une bataille avec ces femmes-là, et c'est important de le faire parce que leur bataille amène à des gains. On ne peut pas ne pas être là pour les gains que ça apporte. Ça fait une force. Mais il faut aussi penser que nous, on n'est pas tout à fait à leur niveau dans cette histoire-là. Et souvent, on va être des laissés pour compte. Alors, faut être une vigilance constante de leur dire non, le féminisme, en fait, c'est de l'humanisme. Traitez-le comme de l'humanisme. Si vous êtes un humaniste, vous prenez tous les humains. Si vous êtes une féministe, vous prenez toutes les femmes. Et c'est là que ça va marcher. C'est ça qui va faire fonctionner la chose. Merci Marlène, merci. J'aime bien aussi ces bell hooks qui nous disent là. Hein. Le féminisme est d'abord un humanisme. Hein. Alors, mettons-nous d'abord là-dessus, d'accord là-dessus pour mieux mobiliser, sensibiliser, éduquer, faire comprendre, etc. Merci pour ce tour. Il nous reste encore 5 minutes. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans
dans la conversation ou bien des gens qui nous écoutent à distance? Non? Non? Non, il n'y en a pas. Ah bon, je vois une de nos collègues, chère Maude, Maude Pierre-Pierre, qui a une question. Vas-y, Maude. En fait, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Je veux dire que dans l'histoire du féminisme des femmes de couleur, ça a été se battre entre nous autres, parce qu'on se moquait des femmes qui se disaient féministes, parce qu'on souscrit à cette société patriarcale, et ce n'était pas une femme mariée, ce n'était pas une vraie femme, et les féministes étaient vraiment perçues de façon très négative. Et aussi, dans les luttes qu'ont menées les révolutions, les femmes ont toujours été laissées pour compte. Et quand on parle de l'autre, en fait, il faut parler des autres parce qu'on se bat contre la femme blanche ou bien on veut se mettre avec elle, mais on n'est pas au même niveau parce que ce ne sont pas les mêmes réalités. Mais en même temps aussi, on se bat contre les nôtres qui refusent aussi cette humanité, cet humanisme qu'on leur propose. Alors, je pense que cette colère-là, elle va s'exprimer sur ces deux fronts-là. En fait, c'est ma façon de le voir. Merci. Merci, Maud, de nous apporter cette complexité supplémentaire. Donc, non seulement se battre, être vigilante vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi être vigilante vis-à-vis de nos congénères, de nos propres sœurs, femmes noires également. Merci. Il y a Marie-Célie qui est d'accord aussi. Dorothy? Non, je voudrais faire un commentaire. D'accord, désolée. Au fait, pour reprendre un peu ce que Maud vient de dire, c'est-à-dire j'ai compris son point de vue, mais je voudrais renforcer en disant que c'est là qu'intervient la notion de l'éthique. Parce que c'est l'éthique qui nous commande que ce ne soit pas que des mots, que des phrases, et d'être toujours dans cette vigilance. Parce que ce jour où, à cette manifestation à Beijing, moi, j'ai vu des femmes d'organisations féministes en train de se battre entre elles. Vous voyez, et sans l'éthique qui nous sert de guide, moi, je suis comment dire, intraitable là-dessus. La question de l'éthique. C'est important. Des femmes qui vont à une rencontre internationale où on discute de la situation des femmes, une rencontre où on voit des hommes de certains États où les femmes n'ont pas le droit de sortir, venir pour représenter les femmes, où on voit l'injustice dans le lieu où on est loué, dans la manière dont on est traité, tout ça explosait devant nous, mais il y avait des femmes qui avaient encore la possibilité de se battre. Il y en a qui ont dit, mais tu parles, on a fait ce beau voyage, venir ici, tu penses qu'on va aller manifester. Alors, il faut dire aussi ces choses-là. Et il faut pouvoir les nommer, il faut pouvoir mettre le droit dessus. Et il faut pouvoir mettre l'éthique au-dessus de tout. L'éthique et la rigueur. Voilà, pour moi, parce que souvent, on va parler, mais on a l'impression qu'on parle pour les autres, que ça ne nous concerne pas. C'est important d'y penser. On va vous dire à ce moment-là que vous êtes trop rigide, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non, l'éthique, dimension phare, on pourrait dire, à la fois politique, éthique, critique également. Merci Marie-Célie. Dorothy, oui, on va terminer bientôt. Dorothy? Moi, au contraire, ce que je trouve intéressant, c'est qu'autour de cette table, on a des femmes de différentes générations et c'est une question que je nous pose et que je vous pose aussi. Quand on parle de colère, comment vous voyez aujourd'hui la colère est manifestée auprès de cette nouvelle génération de jeunes femmes? Comment vous la voyez? On a entendu cette expression-là qui nous donne un peu, qui nous fait un peu hérisser les poils, là, de woke. Comment vous voyez cette nouvelle génération de jeunes femmes face à la colère, comment elles s'expriment, comment elles la manifestent? Merci Dorothy. Je ne sais pas si notre
Moi, je peux dire quelque notre chose. Dieu du temps. Ah, vas-y, Je Stéphane. vais dire quelque chose de très vite. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Ça me donne beaucoup d'espoir parce que je vois que c'est une colère qui n'a peut-être pas trouvé entièrement sa direction. Quoique souvent, elle l'a trouvé. Hein? Souvent, elle l'a trouvé. Mais quelquefois, elle est encore en recherche. Mais c'est une énergie du refus qui me donne beaucoup d'espoir. Et là, je pense que l'élément le plus important à ce moment-là, c'est la transmission entre les générations. Donc, je pense que tu fais très bien de signaler cette question générationnelle parce que je crois qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à travailler pour qu'il y ait une transmission entre féministes, transmission entre femmes noires pour accompagner la colère de cette nouvelle génération. Et pour que finalement, les apprentissages du passé soient utiles à cette colère. La transmission est un élément extrêmement important pour moi. C'est à la base pour moi d'ailleurs. On a beaucoup parlé de féminisme minoritaire, mais moi, je parle un petit peu des deux côtés. Parfois, je parle avec mon bras du féminisme minoritaire, mais le plus souvent, en fait, je parle à partir de mon bras du féminisme haïtien, qui n'est pas un féminisme minoritaire. Et l'une des éthiques fondamentales pour moi du féminisme haïtien, c'est la transmission. Donc, c'est quelque chose qui traverse une grande partie de mon activité comme professeur, mais aussi comme éditrice. La transmission est un élément essentiel pour moi de passage entre les femmes et entre les générations. Merci infiniment, Stéphane. Je pense que ton commentaire clôt bien le panel, en ce sens qu'il faut s'assurer que nos filles, nos petites filles, nos arrière-petites-filles et aussi nos fils, petits-fils et arrière-petits-fils, qu'ils ne soient pas en train, elle et lui, en train de revivre ce cirque, je dirais, de la peur, de la colère, du refoulement, de la répression, de la suppression de la colère chez les femmes qui ne conduit qu'à l'oppression des femmes. Ce matin, dans ma conférence, justement, je faisais référence à ces femmes d'Ubud, ces femmes potomitans, ce qu'on appelle les marronnes qui, même dans le marronnage, elles ont été invisibilisées également. On pense aux nègres marrons inconnus, mais on ne pense pas aux négresses marronnes. Hein? Et donc, je me dis, on peut aussi s'inspirer des femmes marronnes. Il y en a eu tout plein ce qu'on appelle les Amériques, mais que je préfère appeler Abya Yala. Il y en a eu au Brésil, en Haïti, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion. Partout où il y a eu esclavage, il y a eu des femmes marronnes donc, qui ont pris leur liberté et qui ont dit non à l'esclavage, mais qui ont dit non aussi à la brutalité, aux violences de toutes sortes. Alors, inspirons-nous aussi de ces nombreuses femmes marronnes. D'abord, apprenons à les connaître et puis transmettons ces savoirs sur la colère, sur nos colères aux prochaines générations, nos filles, nos nièces, etc. Écoutez, je pense que le dieu Chronos, qui s'appelle Patrick Minko, il est arrivé. Quand il se rend visible, c'est parce que tout est consommé. On pourrait dire, j'aimerais prendre le temps de remercier infiniment. Moi, je vous appelle mes belles femmes en colère. C'est possessif carrément. Mes belles femmes en colère, j'ai envie de toutes vous prendre dans mes bras et chacune en particulier et tout ensemble. Marie-Célie, Agnan, merci infiniment. Chérie, Stéphane Martelly, chérie, merci infiniment. Yamile Cadet, ma sœur chérie, merci infiniment. Dorothy Rowe, ma cousine chérie, merci infiniment. Marlène Rateau, mon mentor, ma femme inspirante, ma potomitan inspirante chérie, merci infiniment. Et Michel Turenne, mon ami de toujours chérie, merci infiniment. Merci pour vos mots, merci pour vos émotions. Naturellement, ce ne sont pas des sujets faciles à aborder, mais vous me dites que finalement, c'était tout à fait pertinent de tenir ce panel. Vous me dites que j'avais raison de vous avoir choisi, d'avoir senti en vous cette colère qui jaillit si bien en action, en réalisation. Alors, merci infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et aussi prenez soin des autres, justement. Je vais laisser le dernier mot à Patrick.
notre organisateur de panel. Juste pour dire que jamais colère n'aurait été aussi belle. Oh là là, merci. Et c'est un homme qui le dit. Yeah. Merci Patrick, merci infiniment. Alors, merci Mich, grosse bise à toi aussi. Merci à toutes et à tous. Je vous fais de beaux cœurs. Vraiment, non, j'ai été soufflée par votre... Je savais la qualité, on pourrait dire, de votre belle colère, mais j'ai été soufflée par ce que vous avez partagé avec nous. Donc, à une prochaine, ce qui veut dire qu'on commence cette discussion, ce dialogue. Merci. Ce n'est pas terminé. Merci à Laura. Merci. Oui, merci d'être là et merci de m'avoir